D'accord, Alexander. Parlons de ce qui se passe dans le conflit en Ukraine. Discutons également d'Orbán, le Premier ministre hongrois, et de son voyage surprise à Moscou. Cela a commencé comme une rumeur, mais il semble qu'Orbán se rende effectivement à Moscou. Il était à Kiev il y a environ une semaine, peut-être même moins, pour parler d'un cessez-le-feu avec Zelensky. Et maintenant, il se dirige vers Moscou. Tout le monde est très contrarié d'ailleurs, Alexander. Charles Michel est contrarié. Donald Tusk est contrarié. Ils font tous des déclarations disant qu'Orbán ne parle pas au nom de l'Union européenne. Cependant, il est le président du Conseil de l'UE, et la Hongrie détient actuellement la présidence tournante. Il semble qu'Orbán essaie de négocier un cessez-le-feu et d'obtenir un peu de paix. Mais les mondialistes ne veulent aucune paix. Alors peut-être que nous commençons par Orbán et ensuite parlons de ce qui se passe réellement dans le conflit en Ukraine. Oui, je veux dire, ce que fait Orbán et pour lequel il est critiqué est ce que tout le monde s'accorde maintenant à dire qu'il faut faire. Même certaines des personnes que nous venons de mentionner sont d'accord là-dessus. Nous avons eu un soi-disant sommet pour la paix en Suisse il y a environ 3 semaines. La Russie, comme nous le savons, n'a pas été invitée et n'a pas participé. Le sommet pour la paix a été un fiasco absolu, comme nous l'avons discuté dans nos différentes émissions. La plupart des pays du monde ont évité de participer. Ils ont dû recourir à toutes sortes de manipulations pour augmenter le nombre de signatures sur le communiqué final. Number of signatures on the final communique. They included the Patriarch of Constantinople, which I found astonishing. Ils ont inclus le patriarche de Constantinople, ce que j'ai trouvé étonnant dans le communiqué jusqu'à ce qu'Erdogan le découvre, se plaigne et qu'il doive retirer sa signature. Tout le monde disait, y compris les Brésiliens, les Indiens, les Chinois, les Saoudiens et les Turcs, qu'il faut parler aux Russes. Il faut avoir des négociations et des discussions avec les Russes pour régler ce conflit en Ukraine. Même Zelensky dit maintenant qu'à la prochaine conférence de paix, les Russes doivent être présents. Alors, qu'est-ce qu'Orbán fait? Il parle aux Russes, ce que tout le monde dit qu'il faut faire pour résoudre ce conflit. Et comment réagissent-ils? Ils sont furieux. Ils sont furieux parce que la dernière personne qu'ils veulent voir résoudre le conflit en Ukraine est Orbán, qu'ils détestent pour diverses raisons. Ils ne l'aiment pas parce qu'il est souverainiste et défend les intérêts nationaux hongrois. Mais aussi, fondamentalement, beaucoup de ces personnes peuvent prétendre vouloir voir un règlement de la guerre en Ukraine. En réalité, comme le montrent leurs commentaires, ils ne le veulent pas. Donc ils sont en colère. Ils sont en colère parce que c'est Orbán, et ils sont en colère parce qu'il prend réellement des mesures sérieuses pour essayer d'atteindre la paix. Je pense que c'est un changement de jeu en ce qui concerne le conflit en Ukraine, pour le projet Ukraine. Pour la première fois, je ne me souviens pas d'avoir vu un leader mondial ou un leader de l'Occident collectif parler réellement à toutes les parties. Il fait des voyages pour rencontrer tous les acteurs impliqués dans le conflit afin d'essayer de le résoudre. Quelqu'un a-t-il fait cela au cours des 2 dernières années de ce conflit? Je ne pense pas. Personne ne l'a fait. Peut-être Erdogan, en quelque sorte. Eh bien, dans les toutes premières semaines du conflit, il y a eu une tentative de mettre en place des négociations. Loukachenko en Biélorussie et Erdogan en Turquie ont agi en tant que médiateurs, tout comme Naftali Bennett, le Premier ministre israélien. Mais bien sûr, tout cela a échoué, comme nous nous en souvenons tous. Zelensky a déclaré à partir de ce moment-là qu'il n'était plus prêt à négocier avec les Russes. Il y a environ 1 an, le chancelier autrichien a brièvement visité Moscou. C'était une visite très mystérieuse, mais elle n'a abouti à rien. Il ne négociait certainement pas de pourparlers, ni ne s'engageait dans une quelconque médiation.
talks or engaging in any kind of mediation at all. So, and of course, Xi Jinping has Donc bien sûr, Xi Jinping a nommé un fonctionnaire chinois, Li Hui, qui a essayé de se rendre à Kiev et à Moscou. Il a été écouté très poliment à Moscou et il est allé à Kiev. Les Ukrainiens ont été franchement impolis avec lui. Le seul véritable leader mondial, la seule personne qui soit un grand nom sur la scène internationale, est Viktor Orban. Il a finalement fait ce qui aurait dû être fait il y a des années. Il va d'une capitale à l'autre, essayant de s'engager dans une diplomatie de navette, essayant de voir s'il y a un terrain d'entente entre ces deux pays, et essayant de voir s'il existe un mécanisme pour lancer une négociation et un règlement de paix. Je ne m'attends pas à ce qu'il réussisse parce que son propre camp, rappelez-vous, la Hongrie est membre de l'OTAN et de l'UE, le répudie au lieu de le soutenir. Comment un médiateur peut-il réussir dans de telles conditions? Cependant, s'il y a une élection aux États-Unis en novembre qui aboutit à une nouvelle administration, alors ce que fait Orban maintenant pourrait devenir extrêmement conséquent. Oui, je suis d'accord avec toi à 100%. Orban semble envisager cela à 6 mois. Je ne serais pas surpris s'il avait eu des communications avec la campagne de Trump. Je ne dis pas qu'il l'a fait, et je ne dis pas que c'est coordonné, mais cela ne me surprendrait pas si quelque chose comme ça s'était produit. Il voyage avec Peter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères. C'est une délégation sérieuse qui se rend à Moscou. Tu as 100% raison. L'UMEMBA non seulement ne le soutient pas, mais elle s'en prend aussi à lui. L'OTAN n'est évidemment pas contente. Le régime de Zelensky, dès qu'Orban a quitté Kiev, a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec un cessez-le-feu. Ils n'ont même pas attendu qu'Orban monte dans l'avion avant de dire qu'ils n'étaient d'accord sur rien. Donc je veux dire oui, l'ensemble de l'Occident collectif ne veut pas mettre fin à ce conflit. Mais Poutine a répété à plusieurs reprises qu'il est ouvert aux négociations. Il l'a même dit à Astana. Nous ferons une vidéo séparée sur le Kazakhstan et l'OCS. Mais Poutine a encore une fois déclaré que la Russie est prête pour la paix et les négociations. Cela pourrait même être basé sur l'accord d'Istanbul. Nigel Farage a déclaré que ce conflit a été provoqué. Trump a également affirmé que ce conflit a été absolument provoqué lors du podcast All In, en répondant à une question de David Sachs. Et maintenant, Orban fait cette diplomatie de navette. And now you have Orban doing this shuttle diplomacy. Something is changing. I'm not saying it's going to change overnight. Quelque chose est en train de changer. Je ne dis pas que ça va changer du jour au lendemain. Mais vous savez, Orban est le type de politicien qui regarde vers l'avenir et comprend les tendances. Une chose qui m'a frappé lors de mon voyage à Budapest, c'est que tout le monde à qui j'ai parlé a dit qu'Orban est un politicien qui voit 5 ans dans le futur. C'est son secret de réussite. Il comprend où les choses évoluent, l'élan de l'opinion publique et ce qui se passe en politique et en géopolitique. Il surfe sur cette vague, toujours en veillant aux meilleurs intérêts de la Hongrie. Quoi qu'il en soit, quelles sont vos pensées? Always looking after the best interests of Hungary. Anyway, what are your thoughts? I completely agree with all of that, and I think that is exactly right. And I think that Je suis entièrement d'accord avec tout cela. Je pense que c'est exactement juste. L'une des choses à propos d'Orban dans cette situation est qu'il ne fait pas seulement suivre la marée, mais il fait aussi la pluie et le beau temps. C'est ce que font les politiciens forts et efficaces. Le simple fait qu'il parle maintenant aux deux côtés, même si les Ukrainiens l'ont traité de manière grossière comme d'habitude pour avoir suggéré des négociations, est significatif. Cela facilitera un processus de négociation future. Il y a maintenant un consensus mondial qui commence à se former, qui dit que la guerre a été provoquée, que les Russes ont un point de vue, et que l'Occident est allé beaucoup trop loin en poussant l'OTAN vers l'Est. much too far in driving NATO eastwards,
It's been picked up, as you rightly said, by Farage in Britain. Comme vous l'avez justement dit, cela a été repris par Farage en Grande-Bretagne, par Le Pen en France et par toutes sortes de personnes dans divers endroits en dehors de l'Occident collectif. En fait, c'est une évidence. Ce n'est même pas contesté là-bas. C'est de plus en plus accepté, même par Donald Trump lui-même. La survie même de l'Ukraine est maintenant en danger. Les Russes sont raisonnables. Ils veulent protéger leur sécurité. Par conséquent, il y a une base pour des négociations. Si les négociations sont rejetées, c'est l'Occident qui empêche ces négociations d'avoir lieu. Je pense que ce consensus international commence à se former et il aura un effet. Nous avons vu comment cela a un effet au Moyen-Orient. Vous vous souvenez que nous avons dit dès le début, lorsqu'il y avait toute cette crise après l'attaque du Hamas contre Israël, que nous commencerions à obtenir des résolutions du Conseil de sécurité appelant à des cessez-le-feu. Et les gens disaient que cela n'arriverait pas. En fin de compte, la diplomatie a fonctionné à peu près comme nous l'avions prévu. Les Israéliens ont finalement dû se retirer et les États-Unis ont dû changer de position. Nous sommes dans le même processus maintenant avec l'Ukraine. Cela va prendre beaucoup de temps à se dérouler, cela prendra probablement plusieurs mois. Cette communauté ne soutient pas une escalade supplémentaire. Ils veulent voir cette guerre se terminer. Ils blâment l'Occident pour le fait qu'elle a été prolongée. Ils en ont absolument marre de Zelensky et de son acte, sa performance. Ils ne sont absolument pas impressionnés par cela. Ils soutiennent les négociations. La plupart du monde est d'accord avec ce que fait Orban. Oui, j'ai l'impression que, faute de meilleurs mots, des tabous narratifs ont été brisés. La guerre a été provoquée. C'était un énorme tabou narratif qui a été brisé maintenant. C'était une guerre non provoquée. C'est sur cela que la Maison-Blanche de Biden a basé tout son discours pour l'Ukraine. Et maintenant, vous avez Orban qui s'engage réellement dans la diplomatie. C'est énorme. Absolument énorme. Et c'est intelligent de la part d'Orban, parce que, quoi qu'il arrive, j'ai essayé de faire de paix. I tried to find peace, and I worked the diplomatic angles. Et j'ai travaillé les angles diplomatiques. À mesure que les choses empirent pour le projet Ukraine, Orban pourra dire « Je vous l'avais dit, Europe. Je vous l'avais dit, Zelensky. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous l'avais dit, Ursula, Charles Michel, et Gustave qui va remplacer Michel, et Kaja Kallas qui va remplacer Borrell. Je vous l'avais dit, j'avais raison, vous aviez tort. » Il pourra dire cela avec confiance. Cela nous amène à l'Ukraine, qui s'effondre. Des pensées sur ce que je viens de dire et la situation en Ukraine. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, Orban est l'un de ces individus extraordinaires qui fait paraître son pays plus grand qu'il ne l'est. La Hongrie est un endroit relativement petit. Ce n'est pas le Brésil, la Chine, l'Inde, les États-Unis, ni même l'Allemagne ou la France. Pourtant, elle joue un rôle disproportionné dans les affaires mondiales parce que Orban a cette force de personnalité et cette compétence à identifier et naviguer les courants des affaires mondiales. Aussi puis-je dire, il agit avec bon sens et humanité dans cette affaire. Il a toujours été opposé à cette guerre et il avait raison de l'être. Il a toujours été sceptique quant à la politique occidentale et il avait raison de l'être. Vous avez tout à fait raison. Il sera en position de force quand tout sera terminé. Les grands perdants dans cette affaire vont être les Européens, parce qu'ils se sont investis à fond. Ils ont pleinement soutenu ce que faisait l'administration américaine. Maintenant, ils se retrouvent dans une situation où, quoi qu'il arrive, ils vont se retrouver laissés pour compte. S'il y a un changement d'administration aux États-Unis, tout indique qu'elle soutiendra pleinement ce que fait Orban. Si l'administration actuelle est réélue sous une forme ou une autre,
Elle semble de plus en plus isolée et cherchera probablement une porte de sortie. De plus, la situation sur le front de bataille devient catastrophique. Personne qui suit de près la situation sur les fronts de bataille ne croit sérieusement que cette guerre puisse se terminer autrement que par une victoire militaire russe. Les Européens vont perdre, peu importe comment cela se passe. Et la personne qui, comme vous le dites à juste titre, sera en position de dire « je vous l'avais bien dit », c'est Orbán. Il peut leur dire « vous avez conduit l'Europe au désastre, vous nous avez coupé de l'énergie vitale russe. Nous sommes devenus non compétitifs. Nous avons un conflit avec la Russie. Nous avons probablement perdu la Russie en tant que partie du système européen, probablement pour toujours. Et c'est à cause de vos décisions désastreuses. Comme la plupart des gens qui nous suivent le savent, j'ai récemment visité l'Allemagne. J'ai vu de près l'effet de la coupure des approvisionnements énergétiques. J'ai été témoin de l'énorme augmentation des prix de presque tout en Allemagne et du malaise qui affecte son économie. J'ai entendu ce que les Allemands en disent. Donc Orbán va pouvoir se retourner et dire à ces gens, « Regardez, vous auriez dû m'écouter, j'avais raison. Vous avez suivi vos obsessions idéologiques, et regardez où ça nous a menés. » Bien sûr, ils le détesteront encore plus pour cela, parce que personne n'aime se faire dire par la personne qui avait raison qu'ils avaient tort. Mais c'est comme ça. Absolument. Quelqu'un a découpé cet extrait de cette vidéo et l'a posté partout sur Twitter. Ils vont le détester encore plus pour avoir raison. Que se passe-t-il en Ukraine sur le terrain? Très rapidement, je veux dire. Très rapidement. Tous ceux qui nous regardent et regardent vos vidéos savent que les choses vont terriblement mal pour l'armée ukrainienne. Très rapidement, Zelensky, dans une interview avec Bloomberg, dit qu'il a 14 brigades prêtes à partir, mais qu'il ne reçoit pas d'armes de Washington. C'est ce qui retient une énorme offensive. Quoi qu'il en soit, vos pensées. Je veux dire, ce mantra sans fin de Zelensky, il n'a jamais assez d'armes. Même si l'armée des États-Unis lui donne toutes ses armes, il reviendra encore et dira que ce n'est pas suffisant. Mais ne passons pas trop de temps sur ce que dit Zelensky. Il peut y avoir 14 brigades en réserve. Si vous parlez de 2000 hommes par brigade, cela fait environ 30 000 hommes en réserve. Loin d'être suffisant d'ailleurs. Certainement pas assez pour mener une offensive, même s'ils étaient tous entièrement formés et équipés, ce qui bien sûr ne sera pas le cas. La réalité sur les fronts de bataille est qu'elle passe de désastre en catastrophe chaque jour. Un bref résumé, les Russes dominent les cieux. Ils ont bombardé les aérodromes ukrainiens. Ce qui reste de la force aérienne ukrainienne a été systématiquement démantelé. Ils ont perdu 7 chasseurs Sukhoi 27, leur meilleur avion de chasse, lors d'une seule frappe aérienne sur un aérodrome. Il y a eu plusieurs autres frappes aériennes, tout aussi désastreuses, sur d'autres aérodromes. Sur les lignes de front, ils perdent des hommes à des taux horriblement inimaginables, entre 1500 et 2000 hommes par jour, et ils perdent maintenant du terrain. Nous avons discuté à plusieurs reprises dans ces programmes que l'Occident est obsédé par le territoire, plutôt que de regarder réellement l'effet de l'usure sur l'armée ukrainienne. Eh bien, l'usure continue et elle s'aggrave. Rappelez-vous, si nous parlons de 2000 hommes perdus par jour, cela représente le double de la taille de la force que Zelensky dit avoir en réserve en un mois. L'Ukraine perdra en un mois 2 fois plus que la force que Zelensky dit avoir en réserve. Quoi qu'il en soit, ne poussons pas cela trop loin. Mais partout sur les lignes de front, ils sont en retraite.
Ils ont échoué à lancer leur grande contre-offensive dans la région de Kharkov. Il semble de plus en plus probable qu'ils vont perdre Volchansk. It's looking increasingly likely that they're going to lose Volchansk. Battle is still going on there. Ukrainians still experience. La bataille se poursuit toujours là-bas. Les Ukrainiens subissent encore de terribles pertes. Toutes les positions fortifiées à Volchansk sont perdues. À Chassiv Yar, l'autre lieu stratégique majeur où la bataille fait rage, cette ville à l'ouest de Bakhmut ouvre la voie au Dniepr et à la capture des deux grandes villes restantes, Sloviansk et Kramatorsk. Les Ukrainiens viennent de perdre leurs positions les plus fortifiées à Chassiv Yar. C'est le micro-district qui s'y trouvait, une zone de bâtiments de grande hauteur. Ils viennent d'en être chassés. Il semble que le reste de Chassiv Yar suivra à un moment donné au cours des prochaines semaines. Plus au sud, dans une zone appelée Toretsk, les Russes ont franchi toutes les défenses. Ils sont maintenant profondément à l'intérieur de Toretsk, provoquant une crise opérationnelle majeure. Les rapports indiquent que les troupes ukrainiennes là-bas se rendent au lieu de riposter. Dans la région d'Avdeïvka, que les Russes ont capturée en février, ils continuent d'avancer. Il semble qu'ils soient sur le point de couper l'une des principales routes d'approvisionnement. Ils se rapprochent de la ville importante de Pokrovsk, un centre logistique majeur ukrainien. Et plus au sud, les Russes nettoient une autre ville appelée Krasnogorovka. Ils sont sur le point de couper davantage de lignes de communication et d'établir un blocus. Il semble que bientôt, ils prendront également le contrôle de tout le sud du Donbass. Où que vous regardiez, c'est une crise pour l'Ukraine. Des semaines et des mois après que le Congrès américain a autorisé de nouvelles allocations pour l'Ukraine, les armes ont été fournies, mais elles ne font aucune différence. L'offensive russe gagne en élan. L'armée ukrainienne, comme Zelensky lui-même le dit, n'a pas assez d'armes pour la repousser. Malgré toutes ses vantardises sur les 14 brigades qu'il a en réserve, la réalité est qu'il n'a pas assez d'hommes non plus. Oui, rien ne va faire de différence. Les attaques MS, aucune de ces nouvelles armes miracles, F-16, attaque MS, permission de frapper le territoire russe d'avant 2014, rien de tout cela ne va faire de différence. Et Orban le sait. Juste pour conclure la vidéo, il comprend cela. Exactement. D'accord, terminons la vidéo ici. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et TwitterX. Et allez à la boutique The Duran. Achetez des articles en édition limitée. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous.